D'abord, donc, responsabilité et solidarité. Je disais que ce sont deux notions qu'on oppose souvent, spécialement en France, et surtout pour des raisons politiques. Vous savez, les Français ont la tête politique, disait Karl Marx, par opposition aux Allemands qui ont la tête philosophique et aux Anglais qui ont la tête économique. Et c'est vrai qu'en France, où l'incompréhension de la vie économique est tragiquement répandue, on a tendance à tout ramener à la politique. Et donc on oppose solidarité et responsabilité parce que la solidarité est réputée plutôt de gauche, mais risque de mener très vite à l'irresponsabilité. Selon la formule bien connue, chacun pour soi, l'État pour tous. Alors que la responsabilité, à l'inverse, est réputée plutôt de droite, mais risque de mener très vite au chacun pour soi, voire à la loi de la jungle, selon la formule chacun pour soi, le marché pour les plus forts. Et c'est bien sûr une erreur de les opposer, parce que mon idée, c'est que responsabilité et solidarité, loin de s'opposer, ne peuvent aller qu'ensemble, comme les deux faces d'une même médaille. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'être responsable ? Eh bien, c'est pouvoir répondre de ses actes. Responsable, ça vient du latin respondere, répondre. Être responsable, c'est pouvoir répondre de ses actes. Autrement dit, on est responsable de ce qu'on fait, volontairement, ou de ce qu'on laisse faire quand on pourrait l'empêcher. On peut être responsable de non-assistance à personne en danger. On n'a rien fait, mais c'est justement ce qu'on vous reproche et ce dont vous devez répondre. Si bien qu'être responsable, c'est faire ce qui dépend de soi, comme disaient les anciens stoïciens. Par exemple, quand j'avais des enfants en bas âge, maintenant ce sont de jeunes adultes, j'étais évidemment responsable de leur éducation. Ça dépendait de moi de faire en sorte qu'ils aient une bonne éducation, qu'ils fassent des études, etc. Sauf qu'en toute rigueur, il ne dépendait pas de moi de rester vivant. Parce que quand on a des gamins de 10, 15 ans, on peut se faire renverser par une voiture, avoir un infarctus, enfin, bref. Alors comment je fais ? Ma responsabilité, c'est d'assurer l'éducation de mes enfants, mais je n'ai aucun moyen de garantir que je puisse le faire, puisque précisément rester vivant, en toute rigueur, ça ne dépend pas de moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait la même chose que vous. J'ai pris une assurance vie ou une assurance décès, selon les calculs et les patrimoines des uns et des autres. Mais, autrement dit, si j'étais mort quand mes gamins étaient en âge scolaire, des millions de braves gens se seraient cotisés pour leur payer leurs études. Quelle générosité! Pas du tout. Il n'y a pas un pouce de générosité. Simplement, ils cotisaient à la même compagnie d'assurance que moi. Or, personne ne signe un contrat d'assurance par générosité, tous par solidarité. Mais ça veut dire que, sauf à être très riche, auquel cas on n'a pas à se soucier de l'avenir de ses enfants, ou très pauvre, parce qu'on n'a pas les moyens de cotiser à une assurance vie ou une assurance décès, le père de famille qui ne prend pas une assurance pour assurer l'éducation de ses enfants, autrement dit, qui ne compte pas sur la solidarité des autres pour assurer l'éducation de ses enfants, c'est un irresponsable. La seule façon d'être responsable, c'est-à-dire de faire ce qui dépend de nous, face au destin qui ne dépend pas de nous, rester vivant ou mourir, c'est de jouer sur la solidarité. Et donc, solidarité et responsabilité vont ensemble, parce que la part qui dépend de moi est tellement faible et tellement aléatoire que si je ne compte pas sur la solidarité des autres, en effet, je suis voué à l'impuissance et donc à l'irresponsabilité. Alors attention de ne pas confondre, contrairement à ce que font la plupart des gens, là encore spécialement en France, attention de ne pas confondre la solidarité
et la générosité. Alors que dans le politiquement correct qui règne dans notre pays, la plupart des gens croient que c'est la même chose. Ou comme on n'ose pas parler de générosité, on parle de solidarité, qui a l'air d'être une espèce de doublet plus laïque, plus républicain, etc. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors bien sûr, si on confond si souvent ces deux notions, générosité, solidarité, c'est qu'elles ont quelque chose en commun, sinon on ne les confondrait pas. Ce qu'elles ont en commun, c'est que dans les deux cas, générosité et solidarité, il s'agit de prendre en compte les intérêts de l'autre. Ça, oui. La différence maintenant entre les deux, c'est que dans un cas générosité, vous prenez en compte les intérêts de l'autre, quand bien même vous ne les partagez aucunement. Vous lui faites du bien à lui, ça ne vous fait aucun bien, en tout cas matériel, à vous. Par exemple, vous donnez 1 euro à un SDF, il a 1 euro de plus, vous avez 1 euro de moins. Générosité. Par différence avec la solidarité, qui consiste à prendre en compte les intérêts de l'autre parce que vous partagez ces intérêts. En lui faisant du bien à lui, vous faites en même temps du bien, y compris matériellement, à vous-même. Vous allez me dire, mais ça, c'est trop beau pour être vrai, ça ne peut jamais exister. Ça existe tous les jours. C'est ce qu'on appelle le marché. Alors, il y a aussi des solidarités non marchandes, je vais y revenir dans un instant, y compris en matière de santé. Des solidarités non marchandes qui dépendent notamment de l'État, de la redistribution. Mais il y a aussi, et d'abord, d'évidentes solidarités marchandes. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Quand je vais acheter ma baguette de pain chez ma boulangère, pourquoi est-ce qu'elle me la vend? Bien sûr pas par générosité. Elle me la vend par intérêt. Elle me la vend exactement parce qu'elle préfère avoir 1 euro. Oui, j'ai trouvé une boulangerie à Paris où la baguette ne coûte qu'1 euro. Ailleurs, c'est 1,20 euro. Et en plus, c'est la meilleure du quartier. C'est les bizarreries du marché, ça. Pourquoi est-ce qu'elle vend sa baguette? Parce qu'elle préfère avoir 1 euro plutôt qu'une baguette. C'est normal, la baguette lui a coûté beaucoup moins cher. Pourquoi est-ce que je lui achète sa baguette? Bien sûr pas par générosité, je la lui achète par intérêt. Je la lui achète exactement parce que je préfère avoir une baguette plutôt qu'1 euro. C'est normal, puisque j'ai faim, je ne vais pas manger des euros. Et puisque la baguette, si je devais la fabriquer moi-même, me coûterait, temps de travail compris, investissement compris, beaucoup plus cher et serait sans doute beaucoup moins bonne. Bref, elle me la vend par intérêt, je la lui achète par intérêt. Si je comptais sur sa générosité pour avoir du pain, je mourrais de faim. Si elle comptait sur ma générosité pour avoir de l'argent, elle serait ruinée. Si nous comptons chacun sur l'intérêt de l'autre, nous faisons d'excellentes affaires, je mange un excellent pain, elle gagne très bien sa vie et nous nous sourions gentiment tous les matins. C'est ce que Montesquieu appelait le doux commerce, qui l'opposait légitimement à la guerre. Mais il y a plus étonnant que ça. C'est quel est l'intérêt, au fond, de ma boulangère? Eh bien, dans une économie concurrentielle ouverte, autrement dit, si elle ne tient pas la seule boulangerie à 30 km à la ronde, dans une économie concurrentielle ouverte, l'intérêt, au fond, de ma boulangère, c'est 1, que sa baguette soit la meilleure possible, 2, qu'elle coûte le moins cher possible, pour avoir le meilleur rapport qualité-prix, et donc conquérir des parts de marché. C'est ce que fait ma boulangère. 1 euro chez elle, ailleurs, c'est 1,20 €. Et elle est meilleure chez elle. Donc son intérêt à elle, c'est 1, que la baguette soit la meilleure possible, 2, qu'elle coûte le moins cher possible, pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Quel est maintenant mon intérêt à moi, consommateur? Bizarrement, c'est le même. 1, que la baguette soit la meilleure possible, 2, qu'elle coûte le moins cher possible. C'est très étonnant. Elle n'agit que par intérêt. Je n'agis que par intérêt. Nous avons le même intérêt. Autrement dit, le marché a créé et crée tous les matins, entre ma boulangère et moi, une convergence objective d'intérêts, c'est-à-dire exactement une solidarité.
Pas du tout une générosité, bien sûr, non, non, une solidarité, c'est-à-dire une convergence objective d'intérêts. Et de ce point de vue, il faut oser dire contre une partie de l'ère du temps que le marché est une formidable machine à créer de la solidarité. Pas du tout, quoi qu'il fonctionne à l'égoïsme, comme le croient les jobards, mais parce qu'il fonctionne à l'égoïsme, et que la solidarité n'est pas autre chose qu'une convergence des égoïsmes. Autrement dit, la solidarité, ce n'est pas le contraire de l'égoïsme, comme le croient nos journalistes. Le contraire de l'égoïsme, on sait très bien comment ça s'appelle la générosité. La solidarité, ce n'est pas le contraire de l'égoïsme, c'est sa régulation socialement efficace. Il s'agit d'être égoïstes ensemble et intelligemment, plutôt que bêtement et les uns contre les autres. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux, la générosité ou la solidarité? Moralement, c'est bien sûr la générosité, puisqu'elle est désintéressée. Ce que la solidarité, par définition, n'est jamais, puisqu'elle est une convergence d'intérêts. Oui, moralement, la générosité est plus admirable. Moralement, la générosité est plus admirable que la solidarité. Oui, j'ai plus d'admiration pour l'abbé Pierre que pour ma boulangère, ou que pour tel ou tel syndicat, ou syndicaliste. Oui, parce qu'on ne se syndicalise pas par générosité, on se syndicalise par intérêt, on a bien raison. Donc oui, moralement, la générosité vaut mieux. Mais socialement, économiquement, historiquement, politiquement, qu'est-ce qui est le plus efficace? Bien sûr, c'est la solidarité. Si on avait compté sur la générosité des plus riches pour que les plus pauvres puissent se soigner, la plupart des pauvres seraient morts sans soins. Mais on n'a pas compté sur la générosité des plus riches. On a créé une petite chose très simple dans son concept, assez complexe dans son organisation, qu'on appelle en France la sécurité sociale. C'est lourd, c'est compliqué, il faudra la réformer, mais il faudra la réformer pour la sauver. Parce qu'en même temps, c'est l'un des plus fantastiques progrès sociaux de toute l'histoire de l'humanité. Or, personne ne cotise à la Sécu par générosité, tous par intérêt. Même s'il faut, merci l'URSSAF, que quelques contrôles désagréables et bien faits nous persuadent que c'est bien notre intérêt que de payer. Personne, ou presque personne, ne se syndique par générosité, tous ou presque tous par intérêt. Personne ne prend une assurance par générosité, tous par intérêt. Personne ne paye ses impôts par générosité, tous par intérêt. Même s'il faut, merci Monsieur le Percepteur, que quelques contrôles bien faits nous poussent à penser que c'est bien notre intérêt que de payer. Et pourtant, la Sécu, les syndicats, les assurances, les impôts ont fait beaucoup plus pour la justice et la protection des plus faibles que le peu de générosité dont parfois nous sommes capables. Moralement, la générosité est plus admirable, mais socialement, politiquement, historiquement, économiquement, la solidarité est beaucoup plus efficace. Si vous comptez sur la générosité de vos clients, vous êtes mort. Si vous comptez sur la générosité de vos salariés, vous êtes mort. Si vous comptez sur la générosité de vos actionnaires, vous êtes mort. Si vous comptez sur leur intérêt aux uns et aux autres, vous avez de bonnes chances d'en sortir victorieusement, à condition de savoir bâtir dans la durée, entre ces trois catégories, les clients, les salariés, les actionnaires, des convergences objectives d'intérêts, c'est-à-dire des solidarités. Et c'est en ce sens qu'un chef d'entreprise, un cadre dirigeant, c'est un professionnel de la solidarité. Comme un syndicaliste. Sauf que le syndicaliste est un professionnel de la solidarité au service des salariés et qu'un chef d'entreprise est un professionnel de la solidarité au service de l'actionnaire. Il n'y a pas de saut métier et mon idée, c'est qu'on a besoin des deux. Alors, et la santé dans tout ça, pourrait-on dire? On voit bien le passage dans la deuxième partie avec la solidarité. C'est que s'il y a un domaine où la convergence d'intérêts est facile, c'est évidemment en matière de santé. D'abord dans le financement, la Sécu, la sécurité sociale, par définition, c'est pas de la générosité, c'est de la solidarité. Mais aussi parce que, comme on ne sait jamais qui va tomber malade, de quelle maladie, il importe de compter sur la solidarité de ceux qui resteront en bonne santé. Quand quelqu'un est à congé maladie, il est payé par ceux qui bossent. C'est normal, solidarité.
Et puis enfin, en période de maladies contagieuses, de pandémie. Alors on découvre évidemment que la seule façon de se protéger, c'est de protéger en même temps les autres et réciproquement. Se protéger, se préserver et préserver les autres sont indissociables face à une maladie contagieuse. Et donc vous avez bien fait, vous avez raison, en espace confiné, de rester masqué. Et je vous remercie de m'autoriser à avoir tombé le masque pour cette prise de parole. Sauf que la santé est en train de prendre dans nos sociétés une telle place qu'il m'arrive, et ça fait au moins 20 ans que j'en parle, de m'inquiéter. Parce que nous sommes menacés par ce que j'appelle, là aussi depuis 20 ans, c'est un concept sur lequel j'ai déjà travaillé souvent et publié un peu, ce que j'appelle le pan-médicalisme. Donc, deuxième partie, du salut à la santé, 2 points, les dangers du pan-médicalisme. Mon idée assez simple, c'est qu'au fond, la place de la santé n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui, et que 2, elle va être de plus en plus grande. Autrement dit, on n'est pas prêt d'en voir le bout. Pourquoi est-ce que la place de la santé est plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été? D'abord, et c'est une bonne nouvelle, à cause des progrès même de la médecine. Parce qu'avant, au fond, la santé, c'était une chance. On l'avait ou on n'avait pas. Maintenant, la santé dépend beaucoup plus de nous, grâce à la prévention, mais surtout grâce aux médecins, qui peuvent de mieux en mieux nous soigner, nous guérir. Autrement dit, avant, la santé, c'était une chance. Maintenant, c'est une technique, un marché, voire un droit, ce qu'on appelle le droit à la santé. Notion profondément absurde, évidemment. Il n'y a pas de droit à la santé. Si vous avez un cancer du pancréas, votre santé est très compromise, durablement. Vous allez sans doute mourir. Auprès de qui allez-vous porter plainte? Il n'y a pas de droit à la santé. On a droit qu'au possible. Donc, quand on ne veut pas être en bonne santé, on n'a pas de droit à la santé. On a droit aux soins. C'est complètement différent. Si vous avez un cancer du pancréas et que votre médecin refuse de vous soigner, pas de vous guérir, ça, il ne peut pas, mais de vous soigner, vous avez tout à fait le droit de porter plainte. Si à l'hôpital, on ne vous aide pas à surmonter la douleur, vous avez le droit de porter plainte. Il n'y a pas de droit à la santé, mais il y a un droit aux soins, parce que le soin est devenu possible. Et donc, évidemment, quand on passe de la santé comme chance aux soins comme droit, évidemment, la place de la médecine est beaucoup plus grande qu'elle ne l'était précédemment. Deuxième raison que j'évoquais dans ma petite introduction, qui fait que la médecine occupe de plus en plus de place dans notre société, c'est qu'on croit de moins en moins au salut. Et donc, on se préoccupe de plus en plus de la santé. Je le disais tout à l'heure, salus salutis en latin, qui donne salut en français, mais ça veut dire d'abord, non pas le salut au sens religieux du terme, mais ça veut dire la santé. Simplement, avec la christianisation, la santé est devenue moins importante que le salut pour une vie après la mort. Et donc, c'était un réconfort quand on était malade, que de savoir qu'après la mort, il y aurait une autre vie, radieux. On peut même, comme Blaise Pascal, écrire un livre qui s'appelait « Sur le bon usage des maladies ». Bon usage religieux. Et puis patatras, le salut, plus personne n'y croit, quasiment plus personne. Non seulement parce que, en gros, un Français sur 2 est athée, agnostique ou sans religion, mais parce que même parmi les croyants, les gens qui croient encore en la résurrection sont devenus une minorité. J'ai des sondages pour vous donner les chiffres, on ne va pas perdre du temps là-dedans, mais enfin, en gros, il n'y a plus qu'un Français sur 10 qui croit en la résurrection. C'est-à-dire qu'il y a 9 Français sur 10 qui ne croient pas. Alors, quelques-uns croient à la réincarnation, grand bien à leur face, mais la plupart, simplement, ils prennent la mort au sérieux. C'est-à-dire rien, le néant. Et donc, nous sommes partis de la première époque, peut-être, de l'histoire de l'humanité, où la mort soit vraiment la mort. Et évidemment, le néant angoisse, parce que mourir, on ne préférerait pas. Et comme on n'a plus cette consolation, cette espèce d'assurance tout risque que représentait la religion, comme on n'a plus qu'une vie,
Évidemment, on y tient d'autant plus et la perspective de la mort devient totalement insupportable. Et c'est à quoi nous avons assisté au moment de la pandémie. Moi, j'ai souvent dit aux journalistes, les journalistes sont en train de redécouvrir que nous sommes mortels. Parler d'un scoop, c'est effrayant, on meurt. En moyenne, pour ce qui est de la Covid, à 81,2 ans. Je rappelle que l'espérance de vie en France à la naissance, c'est de 80 ans. Évidemment, quand on a 80 ans, l'espérance de vie est plus grande, mais malgré tout, qu'on se soit affolé à ce point pour une maladie dont l'âge moyen du décès est de 81,2 ans. Maintenant, des médecins me disent actuellement c'est plutôt 83 ou 84 ans parce qu'ils ont fait des progrès dans la prise en charge. Mais voilà, la mort est devenue insupportable parce que la mort, maintenant, c'est vraiment la mort. Et donc, comme on a terriblement peur, on compte infiniment sur son médecin. Et au fond, on est en train de donner raison au docteur Knock, d'ailleurs plusieurs médecins qui partagent mon agacement devant les médias et devant certains de leurs confrères, m'envoient des mails, et plusieurs se sont réclamés, et m'ont dit, voilà, c'est le règne du docteur Knock. La belle pièce de Jules Romain, qui avait donné lieu à un film, le docteur Knock disait génialement, la santé est un état précaire qui ne présage rien de bon. C'est drôle parce que c'est vrai. Moi, je pense qu'il n'y a que la vérité qui fasse rire. C'est absolument vrai. La santé est un état précaire qui ne présage rien de bon. Mais du coup, on va tous aller chez le docteur Knock. Enfin, c'est le docteur en permanence. Avec du même coup une aversion au risque qui devient quand même un problème. Une fois, je fais une conférence devant des médecins, conférence sponsorisée, comme toujours, par un grand laboratoire pharmaceutique. Et pendant la pause, je bavarde un peu avec les patrons du laboratoire pharmaceutique. Et je leur dis, mais au fond, les gens ont tellement peur maintenant, c'est tellement prudent, précautionneux. Si on inventait l'aspirine actuellement, elle ne serait jamais en vente libre. Il faudrait une ordonnance. Les patrons du labo me disent, mais ce n'est pas du tout la question. Il n'y aurait pas d'aspirine. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, c'est simple, vous avez de nouvelles molécules, l'aspirine, on la teste sur le rat. L'aspirine sur le rat est létale à 1 gramme. 1 gramme d'aspirine, le rat meurt. On arrête tout de suite. Aucun labo ne fera des recherches sur une molécule qui est létale chez le rat à 1 gramme. C'est pourtant un bon médicament. Alors, il y a des effets dangereux. Prenez plutôt du paracétamol dans la vie quotidienne, mais ça sauve des milliers de cardiaques qui prennent des petites doses d'aspirine tous les jours. Ça a sauvé la vie de milliers de migraineux, etc. Mais aujourd'hui, il n'y aurait pas l'aspirine. C'est aussi parce qu'on est une société vieillissante. C'est les vieux qui ont peur du risque, et les jeunes, paradoxalement, qui ont tellement plus à perdre que nous. Ils ont souvent une appétence pour le risque. Ils appellent ça l'adrénaline. Vous regardez le gamin de 16 ans sans casque sur sa mobilette, et le petit vieux qui tient bien la rampe en descendant l'escalier. Je peux en parler, j'ai 68 ans, je suis plus près du petit vieux que du jeune. Mais le drame, c'est que le gamin, il a tellement à perdre. Mourir à 16 ans, être paralysé à 16 ans, c'est une catastrophe. Le petit vieux, il a tellement moins à perdre, mais il est tellement plus prudent. D'autant plus que le paradoxe, c'est que tous les progrès de la médecine n'ont jamais dispensé personne de mourir. On se demande pourquoi on les paye. Un professeur de médecine, j'ai longtemps animé un séminaire sur le thème philosophie et médecine avec des médecins hospitaliers, et je revois un professeur de médecine nous raconter une anecdote suivante. Il nous dit, l'autre jour, je corrigeais des copies d'étudiants en médecine, et je vois qu'un de mes étudiants avait écrit dans sa copie « Autrefois, les gens mouraient souvent ». Il nous dit « J'ai écrit en marge, ils ne meurent pas moins aujourd'hui ». Le paradoxe est intéressant, parce que ce que voulait dire l'étudiant, c'est que le taux de mortalité a considérablement baissé au cours du XXe siècle notamment. Et c'était donc une très bonne nouvelle.
Sauf que le taux de mortalité, c'est quoi le taux de mortalité? Vous rapportez le nombre de décès dans une année donnée au nombre de vivants. Alors ce taux-là, effectivement, il a baissé spectaculairement et c'est tant mieux. Sauf que ça, c'est des statistiques. Et ce ne sont pas les statistiques qui meurent. C'est vous, c'est moi, c'est les individus. Or, le taux individuel de mortalité n'a pas bougé d'une décimale depuis 200 000 ans. Il est égal à 1 sur 1 ou à 100%. Et du même coup, nos contemporains, tellement habitués à tout demander à la médecine, sont sidérés qu'il faille encore mourir. Alors Laurent Alexandre, qui est un bel esprit, a fait un livre qui s'appelle « La mort de la mort », où il nous expliquait que bientôt on ne mourrait plus. Alors, c'est évidemment absurde pour 1000 raisons, mais au moins, voilà, disons que la Covid nous aura libérés de cette utopie mortifère qui voudrait nous dispenser de mourir. Oui, mortifère, parce que si on ne meurt plus, il ne faut plus faire d'enfants. Écoutez, quand même, c'est plus raisonnable de faire des enfants, de les aimer, de les élever et de leur laisser la place que de vouloir vivre pendant 1000 ans. C'est vraiment le projet le plus dérisoire qui puisse naître dans la vie, dans la tête d'un être humain. J'ai souvent cité ces derniers temps le beau mot de Montaigne dans les Essais « Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant ». J'ai souvent dit aux médecins, vous devriez mettre ça à l'entrée de nos hôpitaux. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Autrement dit, la mort fait partie de la vie. Il n'y a pas moyen d'aimer la vie si on n'accepte pas la mort. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir le plus vite possible, non, le plus tard sera le mieux, enfin, ça dépend dans quelles conditions, mais ça veut dire qu'il faut bien accepter un jour de mourir. Enfin, avant, la santé, c'était un moyen. De plus en plus, la santé, c'est devenu une fin, un but en soi, voire le but suprême. Et c'est ça que j'appelle le panmédicalisme. Pan, en grec, ou topan, ça veut dire tout. Ce que j'entends par panmédicalisme, c'est tout demander à la médecine. Autrement dit, c'est faire de la santé la valeur suprême, alors qu'elle n'est même pas une valeur du tout. J'ai souvent expliqué ça ces derniers temps à la télévision. La santé, ce n'est pas une valeur, c'est un bien. Un bien, c'est quelque chose qu'on peut désirer, qu'on peut envier. Bien sûr, je désire être en bonne santé. Je peux envier quelqu'un qui est en meilleure santé que moi. C'est comme la richesse. Je peux désirer être riche plutôt que pauvre. Je peux envier quelqu'un qui est plus riche que moi. Mais si j'admire quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi, ou parce qu'il est en meilleure santé que moi, je suis un crétin. Bien voilà. Un bien, c'est quelque chose qu'on peut désirer. Une valeur, c'est quelque chose qu'on peut admirer. Je n'admire pas quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi, mais je peux l'admirer parce qu'il est plus courageux, plus généreux, plus juste, plus aimant que moi. Sauf que dans ce panmédicalisme qui règne, on érige la santé en valeur suprême et donc légitimement. La tendance est de déléguer à nos médecins non seulement la gestion de nos maladies, ce qui est normal, sous réserve de notre consentement éclairé, mais de leur déléguer la gestion de nos vies, voire de notre société. C'est quand même beaucoup plus inquiétant. Et c'est ça que j'appelle le panmédicalisme. Tout confier à la médecine. Tout déléguer à nos médecins. Dans la première occurrence que je connaisse de ce panmédicalisme, je n'ai pas fait des recherches systématiques, mais la première historiquement qui m'est frappée, c'est une jolie boutade de Voltaire, donc au XVIIIe siècle. Voltaire disait plaisamment « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. » Eh bien, le jour où le bonheur n'est plus qu'un moyen au service de ce but suprême qu'est la santé, on assiste à un renversement considérable par rapport à au moins 20 siècles de civilisation, où on considérait à l'inverse que la santé n'était qu'un moyen, alors certes particulièrement précieux, mais un moyen pour atteindre ce but suprême qui est le bonheur. Et je crois que cette inversion est inquiétante. Vous savez, un de mes amis me disait au moment du sida, au début de l'épidémie de sida, ne pas attraper le sida, ce n'est pas un but suffisant dans l'existence. Il avait raison.
Je vais vous dire, ne pas attraper la Covid-19, ce n'est pas non plus un but suffisant dans l'existence. Ne pas tomber malade, ce n'est pas un but suffisant dans l'existence. Ne pas mourir, ce n'est pas un but suffisant dans l'existence. Vous imaginez un gamin de 17 ans, lui demander c'est quoi ton but dans la vie? Ah c'est surtout de ne pas attraper la Covid-19. C'est ça qu'on veut pour nos enfants. Deuxième image, deuxième illustration de ce pan médicaliste, beaucoup plus récente, c'est un dessin de Sampé que j'avais vu dans un hebdomadaire, je ne sais plus lequel, il y a quelques années, dessin en pleine page qui représentait une église gothique vue de l'intérieur, très bien dessinée, bien sûr, c'était Sampé. L'église est vide, sauf que devant l'autel, il y a une petite bonne femme, toute seule, le sac à main serré contre la poitrine, en train de prier. Elle est en train de parler au bon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle lui dit au bon Dieu? Eh bien, elle lui dit exactement ceci. Mon Dieu, j'ai tellement confiance en vous que des fois, je voudrais vous appeler docteur. Dieu est mort, vive la Sécu. La Sécu, je suis à fond pour, mais si on compte sur la Sécu pour tenir lieu de spiritualité ou de civilisation, on est quand même mal barré. Et c'est un athée qui vous le dit. Hein, c'est pas Dieu que je regrette, mais c'est ce panmédicalisme absurde. Troisième illustration de ce panmédicalisme, la définition que l'OMS donne de la santé. En 1946, donc dans l'enthousiasme de la libération, c'est une définition optimiste, de gauche, humaniste, tout ce qu'on veut. Bien. L'OMS nous dit, la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie. Non, ça serait trop simple. La santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie. La santé, nous dit l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, psychique, affectif et social. Un état de complet bien-être physique, psychique, affectif et social. Si c'est vrai, il y a au moins 3 ou 4 millions de chômeurs et d'exclus dans notre pays qui ne sont pas en bonne santé. Il faut d'urgence les envoyer voir leur médecin. Sauf à imaginer que les chômeurs, les exclus, soient dans un état de complet bien-être physique, psychique, affectif et social. Et puis je vais vous dire, si la santé c'est ça, un état de complet bien-être physique, psychique, affectif et social, moi qui ai 68 ans, si en 68 ans j'ai vécu 3 jours de santé, c'est un strict maximum. Parce que voilà, l'état de complet bien-être physique, psychique, affectif et social, c'est quand même une formidable exception. Dieu est mort, Marx est mort, vive les antidépresseurs. Mais le pire, c'est que non seulement la place de la médecine n'a jamais été aussi grande pour les raisons que je viens d'évoquer, mais qu'elle va être inévitablement de plus en plus grande. En raison justement des progrès même de la médecine, dont je me félicite. Ne faites pas de moi un anti-progrès ou un anti-médecin, pas du tout. Mais en raison même des progrès de la médecine, dont je me félicite par ailleurs, la place de la médecine va être de plus en plus grande jusqu'à devenir inquiétante. La question du panmédicalisme, c'est où est-ce qu'on s'arrête? 2 anecdotes. Il y a 2-3 ans, je parle à un de mes amis qui a mon âge et je lui demande des nouvelles de sa mère, que je connais un peu. Elle a 85 ans. Je lui demande, comment va ta mère? Il me répond, écoute, elle va étonnamment bien. Elle est gaie, tonique, dynamique, joyeuse. Tous mes amis me disent, mais quelle chance t'as d'avoir une mère comme ça. Et puis mon copain se tait 2 secondes et puis il ajoute, bon, cela dit, elle est sous Prozac depuis 15 ans. Ça m'intéresse. Je ne discute pas la prescription de Prozac par son généraliste 15 ans plus tôt. Peut-être qu'elle était dépressive. Mais d'évidence, elle ne l'est plus. Mais elle continue à prendre du Prozac. Pourquoi? Prozac ou un autre antidépresseur, moi je suis resté au Prozac, mais il y a sans doute plus moderne depuis, mais peu importe. Pourquoi est-ce qu'elle reste au Prozac? Mais parce que la même molécule qui peut traiter les troubles de l'humeur, comme disent nos psychiatres, a toutes les chances d'améliorer aussi l'humeur normale. Vous êtes déprimé, ça vous soigne, vous êtes normal, ça vous maximalise. C'est le plus vraisemblable. Donc la même molécule qui peut soigner, et c'est tant mieux, les troubles de l'humeur,
a toutes les chances de pouvoir améliorer aussi l'humeur normale. Sauf que du coup, ça débouche sur une question abyssale. Qu'est-ce que c'est qu'une humeur normale? Imaginez la petite pilule bleue ou verte qui, tous les jours, vous mettrait dans une humeur formidable, joyeux, tonique, sans angoisse, serein, dynamique. Qui refuserait d'en prendre, en tout cas d'essayer? Mais là encore, quand une molécule ne sert plus à soigner une pathologie, mais sert à améliorer l'état normal, est-ce que c'est encore de la médecine ou est-ce que c'est déjà du dopage? C'est ça qu'on veut, une société de doper, d'améliorer par telle ou telle molécule? Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Une dépression sur 2 en France n'est pas soignée. C'était une souffrance atroce. Il y a 10 000 suicides par an en France, donc beaucoup sont liés à des dépressions. Et donc, je ne dis pas ça contre les psychotropes en général, et surtout pas contre les antidépresseurs en particulier. Simplement, je dis, où est-ce qu'on s'arrête? Qu'on donne un antidépresseur à quelqu'un qui est dans un état dépressif, c'est la moindre des choses. Mais qu'on prenne des antidépresseurs quand on ne souffre pas de dépression, médecine ou dopage? Soigner ou améliorer ou augmenter? Vous voyez qu'à terme, ça mène au post-humanisme, au transhumanisme et à ce qu'on appelle l'homme augmenté, précisément. Deuxième anecdote plus ancienne, c'est justement au moment où il venait d'inventer le Viagra, ce médicament qui soigne les troubles érectiles, comme on dit. Ça faisait beaucoup de bruit dans le Landerneau, et donc le laboratoire avait organisé une table ronde où il m'avait invité. Alors, il y avait essentiellement des médecins, un sexologue, un psychiatre, un urologue, un généraliste, et puis voilà, il fallait un candide, il m'avait choisi, j'étais le candide de service. Je ne sais plus du tout ce qu'on s'est dit pendant la table ronde, il y a au moins 20 ans de Viagra, je ne sais plus. Mais je me souviens qu'après la table ronde, on a pris un pot tous ensemble, les 5 ou 6 intervenants. Et pendant qu'on prenait un pot au bistrot, je demande à un médecin qui était là, un urologue, en l'occurrence d'une 50aine d'années, je lui demande, mais vous-même, sur vous-même, le Viagra, vous avez essayé? Il me répond, bah oui, bien sûr. Je lui demande, et alors? Il me répond, bah alors, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la même molécule qui peut soigner éventuellement les troubles érectiles, et on ne va pas s'en plaindre, messieurs, a toutes les chances de pouvoir améliorer aussi les érections normales. Sauf que ça pose une question encore plus abyssale que la précédente. Qu'est-ce que c'est qu'une érection normale? Avouons, nous sommes un certain nombre, messieurs, dans la salle, à nous poser la question depuis quelques dizaines d'années. Et c'est pareil. Qu'un médicament puisse soigner les troubles de l'érection, c'est tant mieux. Mais si on s'en sert pour améliorer une érection normale, médecine ou dopage? Et où est-ce qu'on s'arrête? Une érection d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 jours, non là, arrêtez, ça va devenir insupportable. Mais je plaisante, mais vous voyez ce danger-là. Où est-ce qu'on s'arrête? Si on commence à vouloir améliorer l'humanité normale, où est-ce qu'on s'arrête? Et puis qui va payer? Parce qu'autant qu'on soit solidaire que les bien portants payent pour les malades, on ne va quand même pas le contester. Mais qu'on paye pour améliorer les petites érections de ces messieurs ou leurs états d'âme, il y a quand même un moment où, là encore, il faut arrêter.